C'est ça, le régime d'Ottawa ne souhaite pas que la question de l'immigration soit discutée parce que, pour toutes sortes de raisons, une des raisons, c'est que l'immigration profite au Parti libéral, puis l'immigration est utilisée pour noyer le Québec. Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média. On se penche aujourd'hui avant contraire sur la question de l'immigration, de la langue française. Peut-être parler également de religion avec Frédéric Lacroix, que je salue. Bonjour. Bonjour. Frédéric Lacroix, qui est chercheur indépendant, spécialiste des questions linguistiques et qui est l'auteur notamment de Pourquoi la loi 101 est un échec, publié en 2020 aux éditions du Boréal. Donc, Frédéric Lacroix qui s'exprime, presque quotidiennement sur les questions liées à l'immigration, à la langue, parce que vous savez, forcément, au Québec en particulier, c'est lié. Donc, j'aimerais qu'on reste d'entrée de jeu, M. Lacroix, une sorte d'état des lieux. Comment vous voyez les niveaux d'immigration actuellement au Canada et au Québec, parce qu'évidemment, forcément, c'est deux sociétés différentes. Donc, je vous laisse aller, puis on va développer. OK, donc c'est très large comme question. Mais comment je vois la situation? Je dirais que le Québec s'inscrit bien dans tout le contexte occidental où la question migratoire est vraiment rendue brûlante un peu partout. C'est un peu moins brûlant chez nous qu'en Angleterre, par exemple, ou en France, mais moi, ce que je perçois, ce que je sens, c'est que le niveau d'inquiétude face à la question migratoire monte depuis plusieurs années. Donc, pour ce qui est du contexte général, puis le contexte canadien, il ressemble beaucoup au contexte qui règne dans l'anglosphère, donc en Australie ou en Grande-Bretagne, où les niveaux d'immigration ont vraiment explosé depuis la fin de la COVID, depuis la fin des restrictions migratoires dues à la COVID. Et le Canada a accueilli des millions d'immigrants depuis 2022. Le Québec a accueilli à peu près un demi-million d'immigrants en 3 ans. Là, je regroupe toutes les catégories d'immigrants là-dedans, les temporaires, les permanents, parce que, à mes yeux, le statut administratif de l'immigrant a peu d'importance, étant donné que les temporaires, ils veulent s'établir de façon permanente la plupart du temps. Donc, je regroupe tout ça ensemble. Donc, on a accueilli vraiment un demi-million d'immigrants au Québec, ce qui constitue un des taux d'immigration les plus élevés au monde, puis ce qui est la situation du Québec est quand même particulière. Le Québec n'est pas un pays. Le Québec est une province. La culture québécoise, à mon sens, est fragile. La dynamique linguistique au Québec est marquée par une prépondérance, je dirais presque une suprématie de l'anglais, surtout à Montréal. Donc, l'intégration des immigrants n'a jamais été quelque chose qui allait de soi au Québec. Et, on peut en parler quand même. Est-ce que le fait d'avoir des critères linguistiques encourage finalement une immigration compatible avec ce qu'on appelle nos valeurs? C'est la question à 100 $. Ça, c'est la question à 100 $. Mais on parle un peu plus tard parce que on sent là, une accélération quand même de l'immigration. Vous dites un demi-million, ça veut dire l'équivalent de la ville de Québec. Oui, puis je rappelle que l'objectif du gouvernement de la CAQ, c'était 50 000 par année. Puis M. Legault, aux élections 2022, a dit plus que 50 000, c'est la louisianisation. Puis il a dépassé ça. L'année d'après, on a presque tapé le 200 000. Au début, c'était la CAQ, c'était en prendre moins et en prendre soin. 2018, oui, c'était le slogan. Là. Tout à fait. Donc, ils ont pris le pouvoir en 2018. Ils ont baissé les seuils de permanents de façon temporaire. Ils disaient 15-20 %. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Mais pendant ce temps-là, ils ont laissé complètement aller le volume de temporaire. Puis là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient plaisir au patronat. Moi, c'est mon analyse. Le conseil du patronat, tout le secteur patronal venait les voir et disait on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de main-d'œuvre. Puis eux autres, ils libéralisaient les flux de ce côté-là, tout en disant à la population on baisse les permanents. Donc, la CAQ a toujours utilisé le double discours en immigration. D'un côté, on rassurait l'électorat. En général. Hein, oui, tout à fait. Et quand ça va mal dans les sondages, que la CAQ revient sur l'identitaire. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, puis ils reviennent souvent avec des mesurettes, là, des choses pour faire plaisir un peu à un certain électorat, comme tu sais, aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont renoncer à l'écriture inclusive dans l'administration. C'est quelque chose avec lequel je suis favorable, mais tu sais, c'est une mesurette qui ne change pas grand-chose. Par ailleurs, ils gardent tu sais, le non-binaire comme genre sur les documents d'état civil. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grave à mon sens. En tout cas, bref, Tout cosmétique, oui, c'est ça, malgré. La CAQ a toujours utilisé un double discours. Donc, pour l'électorat, on baisse les seuils de permanent, puis pendant ce temps-là, ça explosait du côté temporaire, puis personne n'en parlait. Médiatiquement, c'était complètement occulté. Jusqu'à ce que, bien sûr, ça explose dans l'actualité, parce qu'à un moment donné, c'est devenu juste trop gros pour être enfoui ou ignoré. Donc, c'est une constante. Puis je pense que ça explique un peu le désamour des gens face à la CAQ. C'est ce double discours permanent qui fait en sorte que maintenant, les gens n'ont plus confiance en M. Legault parce qu'il a dit plus que 50 000, c'est la louisianisation. Puis l'année d'après, c'était 150 000 ou 200 000. Je pensais J'oublie le qu'il y a chiffre exact. vraiment l'opinion publique est quand même la santé préoccupée sur l'immigration, parce que bon, il y a plusieurs enjeux, évidemment. Les causes de la déception sont Oui, forcément multiples, là, mais oui, je ne dis pas que c'est la seule. vous le sentez sur le terrain. Moi, je, moi, j'étais un peu obsédé par cette question-là. Là. Si vous me suivez sur X, vous savez très bien que moi, je pense beaucoup à cette question-là. Puis je pense qu'elle est fondamentale pour l'avenir du Québec. Puis on n'en parle pas assez. Donc, moi, c'est pour ça que j'essaie d'en parler le plus possible parce que je veux un peu occuper l'espace. Je trouve que c'est une question négligée ou médiatiquement qui est très, très mal on vous dit le contraire traitée. actuellement. Là. Kim Thuy vous dit ben non, c'est pas négligé. Au contraire, apparemment, il y a on dirait aux immigrés de se taire. C'est le discours qu'on emploie. On aurait dit quelque part aux nouveaux arrivants qu'ils n'avaient pas le droit de parole. C'est carrément ce qu'on nous a dit Moi, récemment. Je sais pas, honnêtement, moi non plus, je sais pas d'où ça sort, là. comme disait Nick Payne sur Cube, il disait elle est tellement bien intégrée dans une certaine bourgeoisie canadienne-française du plateau Mont-Royal que maintenant elle a les opinions de cette bourgeoisie favorisée. Puis ça, je trouvais ça quand même assez juste. Donc, c'est une intégration tout à fait réussie. Mais blague à part, euh, la situation du Québec est particulière en Occident, donc la question de l'immigration est brûlante partout en Occident. On en parle partout. Moi, je lis les médias anglais, je lis les médias allemands, puis la question de l'immigration, ça rebondit dans les médias allemands tout le temps. Puis le traitement qu'ils en font est tout à fait décomplexé. Moi, quand je lis les journaux allemands, je suis vraiment jaloux de la liberté de parole Et qu'ils ont. pourtant, hein, un peuple quand même qui est habité évidemment par une honte, évidemment la honte du nazisme. Là. Donc, ça me surprend ce que vous dites quand même, parce Tout à qu'on aurait fait. Non, pensé mais qu'ils seulement étaient gênés. 1 million de Syriens, vous vous rappelez récemment, quand même 1 million de Syriens que oui, mais Mme je veux Merkel dire, avait. médiatiquement, il y a une offre complète qui couvre tous les Oui. points de vue. Donc, on peut trouver dans des grands journaux des points de vue conservateurs ou de droite sur cette question-là qui s'expriment de façon décomplexée. Puis, il y a tout l'ensemble des points de vue qui, dans nos médias, sont beaucoup plus rares. Là. Si je ne dis pas qu'ils n'existent pas, il y en a, mais c'est beaucoup plus rare. Puis certains médias, ben, il n'y en a pas du tout de diversité d'opinion, là. On le sait. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire que la question de l'immigration, c'est la seule là, qui explique le désamour des gens envers la CAQ, pas du tout. Mais c'est une question qui monte là, partout en Occident. Le Québec s'inscrit tout à fait dans cette Trump à l'ONU tendance-là. hier aussi, mais là, Tout on à enregistre fait. l'émission, Lui, bon, on dévoilera pas la date, là, mais Trump récemment à l'ONU a quand même été très critique de l'immigration. Le maire de Londres qui lui répond: Vous êtes islamophobe, Monsieur Trump. Il a été question de Londres, hein, c'est ça? oui, c'est ça. Euh, Donc, cette question-là rebondit partout. Puis si on suit les médias anglais, par exemple, moi, je trouve ça fascinant, l'évolution de la fenêtre d'Overton en Angleterre. Donc, ce qui est permissible d'être dit dans le discours public par les gens respectables en Angleterre, ça évolue à une vitesse folle. Je trouve ça fascinant. C'est un cas d'école, l'Angleterre, puis je pense que ça annonce un peu ce qui s'en vient chez nous sous plusieurs aspects. Donc, on se rappellera que Keir Starmer a cité le discours d'Enoch Powell récemment
en disant qu'il y avait risque que l'on devienne une nation d'étrangers. Là, je cite de mémoire. Là. Donc, le discours d'Enoch Powell, qui est démonisé depuis, depuis le milieu des années 60, ça, c'était quand même quelque chose de marquant, à mon sens. C'est-à-dire que le discours sur cette question-là évolue. Le Québec est entraîné là-dedans, mais la situation du Québec est particulière pour moi parce que le Québec est une province, dispose de peu de contrôle sur l'immigration et a des problèmes importants d'intégration des immigrants. Donc, des problèmes qui nous frappent depuis des décennies avec lesquels on se débat. Donc, ici, la question de l'immigration se pose de façon particulièrement aiguë, à mon sens, et se pose de façon particulière. Donc, on s'inscrit dans le courant occidental, mais il y a des particularités avec la situation québécoise, je pense qu'il faut avoir à l'esprit. Mm-hmm. Bien, évidemment, c'est ça la question linguistique. Mais il y a des écoles, hein, c'est-à-dire les gens ne s'entendent pas non plus au Québec. Évidemment, la question, c'est l'économie, la pénurie de main-d'œuvre. Il y a quand même des gens au Québec pour qui, qui sont prêts à faire ce compromis-là, entre guillemets, là, c'est-à-dire que on manque de gens, il y a un vieillissement. Est-ce que c'est réaliste de baisser, par exemple, de moitié? Moi, je suis un peu entre les deux, là, c'est-à-dire d'un côté, je trouve que c'est nettement exagéré. Là. Je pense qu'on le voit maintenant à Québec même, là, dans la rue. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un changement démographique manifeste. Et moi, je ne pense pas être particulièrement raciste parce que ma propre femme fait partie même de l'immigration. Chacun a ses contextes personnels. Mais je trouve que c'est exagéré. Mais en même temps, je me dis que le vieillissement, il y a quelque chose quand même qui fait en sorte que la population active est toujours en déclin. Là. Ce qui est intéressant avec la question d'immigration, c'est que toutes les justifications économiques qui nous ont été exposées au cours des années ont toutes été déboulonnées l'une après l'autre. Donc, il n'y a aucune justification économique qui tienne vraiment pour l'immigration. Le vieillissement de la population, ça ne tient pas, ça a été démontré. Mais ça dépend, il y a quand même des écoles. Vincent Geloso, on l'a reçu récemment. Il nous dit quand même, lui, c'est un économiste sérieux, là, qui est persuadé qu'il y a des bienfaits économiques à l'immigration. C'est quand même... moi, je ne suis pas de cette école-là. Je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Statistique Canada a fait une étude, par exemple, justement pour regarder la question du ratio de dépendance, c'est-à-dire du ratio de retraités sur le nombre d'actifs, puis ils ont fait des simulations pour voir avec les niveaux d'immigration, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Puis ça a très peu d'impact en réalité. Le niveau d'immigration a très peu d'impact sur le ratio de dépendance. Puis la raison de tout ça, c'est qu'on malheureusement, on ne fait pas venir des immigrants de 5 ans que l'on intègre et qui rajeunissent la population. Donc, on fait venir des gens, souvent qui sont dans la trentaine, qui vont venir et qui font faire venir leurs parents, etc. Donc, la moyenne d'âge des immigrants affecte très peu la moyenne d'âge de la population générale. Donc, cette raison-là ne tient pas. On pourrait avoir dans l'étude de Statistique Canada que j'ai en tête, là, il faisait une projection, je pense, le scénario japonais, c'est-à-dire à peu près rien comme immigration, puis ça avait très peu d'impact sur le ratio de dépendance. Ça, c'est juste un exemple, là, mais on nous a donné, on nous a dit que l'immigration allait nous enrichir. Puis quand on regarde le PIB par capita, il stagne au Canada depuis environ une dizaine d'années. Donc, c'est pas vrai. L'immigration ne nous enrichit pas. Pas d'un point de vue de PIB par capita, etc. Donc, l'ensemble, puis la question de la pénurie de la main-d'œuvre, c'est faux aussi. Là. Il y a eu toutes sortes d'études là-dessus. Il y a toute une littérature là-dessus. Parce qu'il y a une science, c'est ça la nature de la science, c'est d'opposer des points de vue. Donc, mais concrètement, là, c'est-à-dire aux gens, par exemple, on sait, là, vous allez en Beauce, il n'y a personne pour ramasser des fruits, couper les sapins de Noël. Il y a des plantations. Oui, il y a la question. Vous répondez quoi à ces gens-là qui ne sont pas non plus qui ne veulent pas, évidemment, qui veulent garder leur identité quand même. C'est des Québécois, ils ont le Québécois moyen, mais qui, par exemple, vous avez une entreprise de tonte de pelouse et vous n'avez personne pour tondre des pelouses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Est-ce que des robotisations de la tonte de pelouse, si on parle de la littérature sur la pénurie de main-d'œuvre, par exemple, on sait que de façon macro, l'immigration ne règle pas la question de la pénurie de main-d'œuvre. Il ne fait que déplacer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça a été prouvé empiriquement. Là, Pierre Fortin, il a fait des études spécifiques pour le gouvernement du Québec. Puis, avec vraiment des chiffres empiriques, là, une étude où
où on regarde les chiffres au Québec dans différentes villes, puis lui, il a prouvé qu'on ne fait que délocaliser la pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, on fait venir des travailleurs pour une entreprise de portes et fenêtres en Beauce, pour donner un exemple concret que j'invente, mais qui fait juste illustrer un peu ce qui est en jeu. On fait venir des travailleurs, donc ils font des portes et fenêtres. Ces gens-là, bon, font venir leur famille, ils ont des enfants. Puis là, il y a une explosion dans l'école. Il faut construire des écoles, il faut embaucher des profs. Là, il y a une pénurie de profs. Donc, il n'y a plus une pénurie de gens qui font des portes et fenêtres, mais il y a une pénurie, par exemple, de professeurs à l'école. Ou il y a une pénurie d'infirmières parce que ces gens-là ont besoin de services de santé, etc. Donc, on ne fait que délocaliser la pénurie. Donc, toutes les justifications économiques pour l'immigration à mon sens, ont implosé l'une après l'autre. Donc, on est laissé face à un vide sur cette question-là. Puis, Les médias, ils font pas leur travail. Là, moi, les médias ne font absolument pas leur travail, c'est-à-dire que les médias, à mon sens, travaillent beaucoup pour le régime, ce que j'appelle le régime, c'est-à-dire le gouvernement fédéral et tout le complexe qui tourne autour, le complexe d'affaires qui tourne autour. Puis la façon que ça fonctionne, moi, je comprends l'avantage de l'immigration, si on peut dire ainsi, c'est que du point de vue de ceux qui ont du capital ou qui sont un peu plus en haut de l'échelle sociale, l'immigration, ce que ça fait, c'est que ça comprime les salaires réels pour la partie inférieure de la population. Donc, ça enrichit, ça fait un transfert d'argent du bas vers le haut. Donc, souvent, les gens qui sont aisés, qui ont du capital, qui ont des entreprises, vont être très favorables à l'immigration parce que eux, ça les enrichit directement. C'est ce que la question de l'immobilier aussi, les propriétaires immobiliers sont ravis de les l'immigration. propriétaires en général ont bénéficié d'une hausse considérable Puis, du prix de leur propriété. c'est Là. ça, le nouveau ministre de l'Habitation fédérale, j'oublie son nom, lui, c'est un riche propriétaire immobilier. Lui a dit, juste en prenant ses fonctions, qu'il ne fallait pas que les prix baissent. Donc, ça, c'était très comique, mais c'est juste un exemple que ces gens-là sont en conflit d'intérêts. Puis, l'immigration sert, à mon avis, Des intérêts, là, c'est ça. des intérêts de classe. Puis là, je parle, c'est vraiment un langage marxiste. Là. Je ne suis pas du tout marxiste, mais je trouve que cette analyse-là colle bien à la réalité parce que l'immigration, c'est une pompe à fric là, qui transfère l'argent du bas vers le haut, la façon que ça fonctionne. C'est pour ça que les élites canadiennes sont vraiment accros à l'immigration à ce point-là. Puis pendant ce temps-là, ben, pour les gens moins fortunés, ben, le prix des maisons a explosé. Là, je sais que Vincent, M. Gelozo, dit que ça n'a rien à La voir. question de réglementation. Moi, je pense C'est qu'encore une juste. fois, il y a un peu des deux, mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire venir 1 million de personnes par année au Canada sans avoir une incidence sur le logement. Il y a quand même quelque chose de Ben, moi, très il y a une concret. question de flux physique là-dedans, c'est-à-dire que la maison a besoin de temps. C'est pas quelque chose de parfaitement élastique, là, l'offre de maison. Ça prend du temps, ça prend des matériaux, il faut rassembler les matériaux, il faut la construire, tout ça a besoin d'énergie, de main-d'œuvre, de temps. Donc, il y a pas c'est pas une variable parfaitement élastique. À mon sens. Donc, si on fait rentrer une exponentielle en termes de nombre d'immigrants, ben, la construction ne peut pas suivre. Ce n'est pas du logiciel où on peut juste copier des logiciels puis on On a peut l'impression suivre que ce c'est un peu courbe-là. du libéralisme de bidonville, là, c'est-à-dire une Ben, organicité, mais célébrée, mais à un niveau où on n'est plus dans le développement des pays riches, là, mais vraiment dans le. si Je ne sais pas si comment le dire. on veut offrir les conditions de vie du 19e siècle au Québec, c'est sûr que là, l'offre de logement pourrait être beaucoup plus élastique qu'elle l'est aujourd'hui. Puis là, je ne suis pas en train de dire que la réglementation des villes est parfaite, etc. Je pense que ça pourrait être mieux. Oui, Mais elle est contingente. à mon avis, bon, mais bref, tout ce que je veux dire avec ça, c'est que les niveaux excessifs d'immigration pénalisent les plus pauvres, donc les gens qui n'ont pas de maison, qui ne sont pas propriétaires, qui sont en loyer, qui voient leur loyer exploser, qui voient le prix des maisons exploser. Puis là, il y a des problèmes dans les écoles. Il n'y a, il a plus de place dans les écoles. Les écoles, la composition, disons, ethno-culturelle des écoles s'est modifiée de façon brutale dans beaucoup de quartiers. Il y a beaucoup de gens qui vont au privé à cause de ça. Il faut avoir les moyens d'aller au privé. Ceux qui ont les moyens ne voient pas de problème parce que leurs enfants sont dans des écoles privées avec tous des gens qui leur ressemblent, ne sont pas confrontés à la diversité. Un peu Donc, encore là, ghetto, là, c'est un peu ghettoisation donc, il y a un inversée, effet là. de classe sociale qui est présent dans cette question-là, où les gens qui ont les moyens de s'extraire
des effets pervers de l'immigration et de garder juste les bons effets, les restos ethniques, Ça fait penser un peu au la confinement, main-d'œuvre là, pas c'est-à-dire, chère. le confinement, c'est bien, dans l'autant que vous avez un chalet de ski à Stoneham, là. Ben, c'est un peu ça. Ouais, Christophe Guyot en a parlé en France là, de cette différenciation entre les gens qui sont au sommet de l'échelle sociale et ceux en bas. Donc, bref, la question de l'immigration touche les gens différemment, puis souvent, juste par votre position sur l'immigration, on peut savoir à peu près quelle richesse vous avez. Quand vous sentez concrètement, parce que moi, je ne sens pas ça quand même, cette préoccupation-là, pourtant qui serait tout à fait justifiée parce que c'est effectivement de plus en plus visible, palpable, etc. Il y a aussi une paupérisation générale au Québec, c'est-à-dire dans les quartiers, même centraux à Québec, on le sait que des gens, tout d'un coup, maintenant, recueillent des canettes dans les cours arrière, dans les bacs à recyclage. On n'avait jamais vu ça. Ouais. Des gens qui quêtaient dans la Côte-Saint-Sacrement à Québec, là. C'est quand même nouveau. Donc, il y a une paupérisation générale, une immigration beaucoup plus marquée, visible, pression effectivement sur les services publics. Donc, vous sentez l'opinion publique. Si j'insiste, là, vraiment, il y a quelque chose, là. Il y a une C'est préoccupation. peut-être un billet de confirmation, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse beaucoup à cette question-là. J'ai toutes sortes de gens qui m'écrivent, qui me confient des choses, d'anecdotes. Je recueille comme un faisceau d'anecdotes. Puis, il y a des gens qui me confient des anecdotes qui ne sont pas politisées, puis là, qui remarquent des choses que jamais ils se seraient donné l'autorisation de remarquer il y a 5 ans, mettons. Mais c'est peut-être juste le fait de ma position particulière où je canalise ce genre d'anecdotes-là. C'est peut-être ça. Mais c'est double. Donc, d'un côté, il y a une sorte de prise de conscience, puis même peut-être pas une hostilité, mais c'est vrai, moi-même, je l'avoue, là, vous en parlez, j'ai entendu des commentaires qui m'apparaissaient assez décomplexés par rapport à ce qu'on pouvait entendre il y a quelques années. Ben, moi, j'ai Et d'un entendu des côté, des médias choses. qui refusent d'en parler. Donc, ça Oui, fait, c'est comme un c'est effet, Madame la malsain. France, Berger-Blaclair appelle ça la cocotte minute, là, c'est-à-dire, il y a une pression il y a des enjeux dont on ne veut pas parler, mais comment dire, ça va imploser cette affaire-là, là. C'est ça, le régime d'Ottawa ne souhaite pas que la question de l'immigration soit discutée parce que, pour toutes sortes de raisons, une des raisons, c'est que l'immigration profite au Parti libéral. Puis l'immigration est utilisée pour noyer le Québec. Là. Moi, je pense que ça, c'est très clair. C'est une visée, qu'on a vue avec le chemin Roxham, par exemple. Donc, il y a une censure, une forme de censure sur cette question-là dans les médias, dans les bons médias respectables. Puis, je trouve ça malsain. Donc, cette question-là, la discussion ne peut pas être ouverte là-dessus, ne peut pas être ouverte comme elle l'est, par exemple, dans les médias européens. Des journaux centristes où cette discussion-là a lieu. Il y a des discussions sur les écoles, par exemple, ce qui se passe dans les écoles, dans les journaux allemands, qui ici n'auraient jamais lieu, sont inimaginables. Donc, moi, je pense que les médias devraient traiter de cette question-là justement pour faire baisser la pression, que ça soit ouvert. Bon, c'est pas vraiment ça qui se passe. Et je pense que ça, effectivement, la pression monte. Mais moi, j'entends des choses. Il y a des gens que je côtoie qui sont absolument pas politisés, des gens qui n'ont jamais n'ont jamais pensé à mal, quoi que ce soit, qui pensent que tout va bien, tout est merveilleux. Puis là, ils se rendent compte que voyons, dans ma garderie, mon enfant, c'est. La garderie, c'est très fort, ça. C'est très, très fort, la garderie. Le seul qui ne soit pas d'origine maghrébine, tu sais. Puis là, il est comme, mais voyons, il me semble que c'est bizarre, tu sais. Ça fait beaucoup, honnêtement, à Québec en particulier. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont des auditeurs de Montréal, Québec n'est plus la ville homogène d'extrême droite. Ça fait longtemps, là. Oui, ça fait longtemps. Le portrait à Québec a changé de façon fulgurante en 10 ans. Puis je dirais dans les 5 dernières années, Oui, je dirais ça, les 5 dernières années. Complètement fou. Moi, je vais souvent à Limoilou. Là. À Limoilou, on voit des femmes en niqab maintenant, j'en vois régulièrement. C'était inconnu. Il y a 3 ans, j'avais jamais vu des femmes en niqab à Québec. Maintenant, j'en croise régulièrement. Donc, je me dis, OK, bon, dans 5 ans, ça va être quoi? Et dans 10 ans, puis moi, ça va vite. Je pense toujours, je pense qu'il faut
avoir une pensée long terme sur cette question-là. Donc, il ne faut pas être dans l'instantanéité. Il ne faut pas dire, OK, dans 2 ans, non, non, non. Non, il faut penser sur 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc, si on arrive à faire ça, là, la petite tendance que l'on remarque, puis qu'on extrapole sur 20 ans, là, on se rend compte que, oh, ça va être gros, ça va être énorme. Donc, ce qui se passe à Québec depuis 5 ans, moi, si je l'extrapole sur 20 ans, je me dis, ben, tu sais, Québec, ça va être rendu, dans 20 ans, ça va être rendu Laval, là. Est-ce que c'est voir un phénomène, anticipez-vous un phénomène, l'exode des Blancs, entre guillemets, là, vers la banlieue, comme on l'a vu aux États-Unis, là, bon, là, ces c'est différent questions-là sont parce que, mal. bon, les Afro-Américains sont évidemment américains, donc ce racisme-là, évidemment, est tout à fait nauséabond, là, mais c'est-à-dire quand même le phénomène des Blancs, entre guillemets, qui vont en banlieue, on l'a vu quand même. Oui, le white flight aux États-Unis, qui est un phénomène présent depuis longtemps et très étudié, à ma connaissance, ça n'a jamais été vraiment étudié au Québec. Puis la question ne s'est jamais posée dans ces termes-là, vraiment. La dynamique au Québec, ça a toujours été une dynamique linguistique d'abord et avant tout. Puis là, tu as cette couche-là causée par une immigration massive qui se rajoute. Puis moi, je pense que ça n'a pas été étudié, mais moi, ce que je vois à Québec, c'est que dans 20 ans, Québec, ça va être comme Vaudreuil-Dorion, où le français s'est complètement écrasé en 20 ans. Là, c'est À Québec, rendu. ça, oui. Dans 20 ans, ouais, au rythme où ça va maintenant. Là, je dis pas, je fais juste En même temps, extrapoler oui, au rythme actuel. Donc, l'anglais à Québec, oui, non, dominerait. je dis pas l'anglais, je dis pas l'anglais, je dis que Le il va y avoir un bouleversement démographique complètement Canada, ouais. hors de toute proportion. Puis, ben, à Laval, bien sûr, l'anglais domine maintenant. Donc, si on remplace la population par une autre population, cette population-là ne sera pas nécessairement attachée au français, comme les Québécois francophones d'origine. Donc, ça se pourrait qu'à Québec, il se passe des choses qu'on ne voit pas venir dans 20 ans. Là. Mais tout ce que je veux dire, c'est que si on n'extrapole la tendance qu'on voit depuis 5 ans, qui est complètement hors de proportion, on ne sait plus où on va être dans 20 ans. Là. Mais ça ne sera plus le même monde dans lequel moi j'ai grandi, par exemple, ça c'est certain. J'ai de la misère à l'imaginer. J'ai de la misère à imaginer de quoi ça va avoir l'air dans 5 ans seulement. Là. En même temps, ouais, il y a encore des éléments un peu imprévisibles parce que c'est une très mauvaise combinaison. Hein. Paupérisation et pression de l'immigration, Ouais. ce qu'ils appellent le populisme dans les médias. Si vous en voulez, c'est une très bonne recette pour en avoir, là, quand même. Là. Oui, c'est dans le livre de Peter Turchin, là, c'est ça, je cherchais le nom tantôt, la pompe Afrique qui appelle ça le transfert des plus pauvres vers les plus riches, donc avec l'immigration massive. Lui, il y a toutes sortes d'exemples historiques de ça aux États-Unis, par exemple, où l'immigration a longtemps été utilisée comme outil pour enrichir les plus riches. Puis lui, ce qu'il dit dans son livre, c'est que justement, quand tu fais marcher la pompe Afrique du haut vers le bas, puis il y a une paupérisation des classes inférieures, puis il y a une surproduction d'élite, c'est son autre variable. Donc, tu as trop de gens qui veulent accéder à l'élite. Ben là, tu rentres dans des conditions où tu peux avoir des bouleversements importants. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a une paupérisation qui s'opère. Puis une surproduction d'élite, on est peut-être là aussi un peu parce que Sur certains. production d'élite, pour que les gens comprennent bien, nos auditeurs. C'est des gens, par exemple, qui vont à l'université et qui s'attendent à obtenir des postes bien payés, d'un certain niveau social, puis qui n'arrivent pas à l'atteindre finalement. Donc, quand il y a trop de OK, ces OK. gens-là, Trop diplômés, trop de... ouais, surdiplomation, puis ils ne trouvent pas les postes à laquelle ils aspirent finalement. À ce moment-là, tu peux rentrer dans des conditions où Comme un grand classique en France, ça, depuis longtemps. Là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, mais là, on est clairement dans la phase où il y a une certaine paupérisation qui s'opère. Les déficits explosent à Ottawa et à Québec. Le Il y a un PIB par. déclin là, économique aussi. Il y a Oui, l'immigration, mais c'est structurel aussi, au sens, la productivité aussi des Québécois de souche a diminué aussi beaucoup, là, et des Canadiens anglais aussi. Là. je ne sais pas si la productivité a diminué en soi, Depuis la mais COVID, la j'ai l'impression qu'on a productivité beaucoup nourri la paresse. Les gens travaillent 30 heures semaine. Là. La productivité n'a jamais été impressionnante au Canada, comparé aux États-Unis, puis les investissements non plus. Puis moi, ce que je comprends, ce qui s'est passé, c'est que le Canada a fait appel à l'immigration massive pour éviter d'investir puis d'augmenter sa productivité. Ça a toujours été C'est ça, on a l'outil. comme l'impression que ça sert quand même
un système pantouflard, plus ou moins artificiel, plus ou moins au bord de l'effondrement. Ben, c'est un système où l'innovation est peu valorisée, les investissements productifs sont peu valorisés, puis on fait venir une immigration massive justement pour avoir de la main-d'œuvre au lieu d'automatiser, au lieu de se casser la tête, puis au lieu surtout de dire, OK, il y a peut-être des secteurs économiques qui ne sont pas intéressants, dont on devrait se départir. Cette réflexion-là n'a jamais eu lieu au Québec. On veut faire tout puis sauver tout le monde. Mais je pense que la discussion qu'on devrait avoir, c'est OK, il y a des secteurs économiques à faible valeur ajoutée qu'on devrait simplement fermer. On ne devrait pas faire venir des Lesquels, par immigrants exemple? pour occuper. Ben, par exemple, les innombrables fabricants de portes et fenêtres contre lesquels je n'ai rien. Mais je pense que certains, on a beaucoup, beaucoup de compagnies qui font des portes et fenêtres au Québec. Là, je ne les attaque pas spécifiquement, c'est juste un exemple. Mais je pense qu'on pourrait, il y en a plusieurs qui pourraient s'automatiser. Ça, c'est juste un exemple. Je pense que faire venir des Philippins pour occuper des postes dans des McDo ou des Tim Hortons, c'est complètement dément comme politique migratoire. Je pense qu'on devrait juste fermer ce genre de commerce. On ne devrait pas. Ils doivent réduire les heures d'ouverture, là. Non, on devrait pas, le gouvernement ne devrait pas intervenir pour appuyer des plans d'affaires qui ne tiennent pas la route. Comme, OK, j'ai besoin d'opérer mon Tim Hortons. Je veux faire de l'argent avec mon Tim Hortons, j'ai besoin de faire venir 6 Philippins de l'autre bout du c'est comme monde pour rendu mon Tim l'exemple, Hortons. là. Oui, Tim mais Hortons, ça existe pour de vrai. ben ouais, il y en a beaucoup, là. C'est même, je pense que ça a dépassé le nombre de McDonald's, là, Ça, c'est juste un exemple. Le en gouvernement ne peut pas succursale. intervenir. Donc, il y a beaucoup de gens qui chialent contre l'intervention gouvernementale, mais ça, c'est un exemple. Le gouvernement soutient à bout de bras des secteurs non productifs avec de l'immigration. Donc, moi, je travaille en technologie. Je pense que le Québec pourrait faire beaucoup mieux. On a une population quand même éduquée. On pourrait sortir de certains secteurs puis essayer de monter dans la chaîne de valeur, comme les Japonais ont fait ou comme les Chinois ont fait, c'est-à-dire faire des produits finis, faire des produits à plus haute valeur ajoutée, puis arrêter de supporter Il faut des. se prendre en main, là, tu sais, parce que Arrêter, oui, de juste insister sur la production de valeur, de matières premières où on est-ce produit. qu'on a cette intelligence-là actuellement au Québec? C'est-à-dire, On n'a dans pas de les médias, on stratégie. parle beaucoup d'ouverture des piscines au printemps, ça fait la une des journaux quasiment. Tu sais, est-ce qu'on est là au Québec à avoir cette discussion-là Ben, on n'a pas de collectivement? politique industrielle au Québec, ça c'est clair. On n'a pas de politique industrielle intelligente. Puis la discussion de l'immigration, à mon sens, va avec la politique industrielle. Donc, par paresse, on a tout axé sur l'immigration de masse sans réfléchir à, OK, qu'est-ce qu'on veut comme politique industrielle? Qu'est-ce qu'on veut comme pays, c'est quoi l'environnement dans lequel on veut opérer? Puis on ne se pose pas ces questions-là. Donc, moi, je pense qu'il y a il y a une discussion sur la politique industrielle qui doit avoir lieu. Il faut mettre en place quelque chose d'intelligent. Puis la question de l'immigration va être secondaire à ça. C'est-à-dire, on va régler la question de l'immigration en bonne partie avec la mise sur pied d'une politique industrielle intelligente. Puis là, quand je dis ça, je pense que la filière batterie, ce n'est pas une politique industrielle intelligente, c'est une politique qui repose sur on donne des milliards à des multinationales qu'on ne contrôle pas, puis on espère que ça va donner quelque chose. À mon sens, ça, c'était une erreur grotesque. Là. Au lieu de dire, OK, on va développer une filière que l'on contrôle, filière batterie, on ne le contrôle pas. On va trouver quelque chose qu'on peut contrôler, dans lequel il peut y avoir une croissance organique, puis on va miser là-dessus. Donc, on va contrôler la filière, les sièges sociaux vont être ici, etc. Puis cette discussion-là, moi, je la vois pas, je la vois jamais. La CAQ, ça a été complètement absent. On avait un génie des finances, M. Fitzgibbon, qui allait tous nous rendre millionnaires, puis son bilan est un échec grotesque. Là. Puis la filière batterie, il ne se passera rien avec ça, à mon sens. Là. Donc, les causes, l'intention, c'est-à-dire, tout le monde veut savoir c'est quoi le but, c'est dans le fond, de l'immigration. D'une part, vous dites, c'est pour enrichir une certaine élite. Et de deux, noyer le Québec culturellement. Une Moi, je pense qu'il n'y a troisième. pas de justification économique sérieuse à l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lobbying du patronat, des entreprises pour plus d'immigrants, mais il ne faut que satisfaire leurs besoins immédiats. Puis si on dépasse ça, si on pense en termes de, OK, un gouvernement qui passe au bien commun de façon générale, mais à ce moment-là,
économiquement, ça ne tient pas la route. Les justifications ne tiennent pas la route. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le fait que ceux qui ont du capital ou des entreprises bénéficient de l'immigration, donc ça c'est clair. Pour moi, il y a une intention malveillante de la part d'Ottawa en immigration. Puis on l'a vu avec Roxham. Par exemple, Roxham a été ouvert au Québec. On nous a ensevelis de demandeurs d'asile. Puis la situation est loin d'être réglée. Donc, c'est quelque chose qui sature nos services sociaux, qui sature les écoles. C'est un désastre total. Puis ce qui est intéressant, on peut spéculer sur l'intention puis dire que bon, Ottawa voulait faire ça, c'est toujours un peu délicat, mais ce qui est intéressant dans Roxham puis dans l'histoire des demandeurs d'asile, c'est que quand ça a commencé à déborder en Ontario, puis que les Canadiens anglais se sont plaints à Ottawa, des demandeurs d'asile, on se rappelle qu'à un moment donné, Ottawa a commencé à les transférer en Ontario. Puis là, il y a des maires de villes ontariennes qui se sont plaints. Puis là, tout de suite, ça a été pris au sérieux par Ottawa, alors que le Québec se plaignait depuis des années. Monsieur Legault, j'ai écrit je ne sais pas combien de lettres qui ont été complètement ignorées l'une après l'autre. Donc, quand ça a débordé au Canada anglais, là, c'est arrivé sur l'écran radar du gouvernement fédéral. Puis là, ils ont fait des trucs. Ils ont fermé Roxham, bon, ils ont ouvert les aéroports, etc. Mais donc, l'intention à notre égard, elle n'est clairement pas bienveillante. Donc, on peut peut-être dire que c'est on peut peut-être pas dire que c'est malveillant, mais clairement, il n'y a pas de bienveillance ou il n'y a pas de souci de préserver la société québécoise ou d'être à notre service. Ça c'est très clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, le Québec est prisonnier de ce régime, comme vous dites, le régime. Là. On n'a pas le contrôle absolu de l'immigration, c'est moins qu'on peut se dire. Bon, apparemment, il y a un regain pour la souveraineté. Qu'est-ce qu'on peut faire, du moins en attendant? Peut-être. Comme ceux qui me suivent sur X le savent peut-être, moi, je suis indépendantiste. Moi, je pense que ça prend absolument l'indépendance. On a besoin du contrôle de l'immigration, mais pas juste de l'immigration. On a besoin du contrôle de la politique industrielle. On a besoin, etc., des pouvoirs. Ça ne veut pas dire que si on a ce pouvoir-là, ça va être le paradis, puis on va bien les utiliser tout le temps. Mais à mon sens, si on n'a pas ces pouvoirs-là, on ne peut qu'être une espèce de victime impuissante, puis regarder la situation, se désoler, puis baisser les bras. Donc, ça prend ces pouvoirs-là. Ce qu'on peut faire, on pourrait faire quand même des choses. Là. La CAQ pourrait quand même faire des choses. Ils auraient pu ne pas travailler. Il y a des catégories quand même, plusieurs catégories là, de nouveaux arrivants, les travailleurs temporaires dont on parle de plus en plus. Oui, familial. Est-ce qu'il y a une catégorie que vous voulez que vous restreindriez plus rapidement? Moi, je suis favorable carrément à un moratoire total sur l'immigration. Puis ça, c'est une position qu'on n'entend jamais. Mais moi, je vois la question comme une espèce de drogue dure. L'immigration, c'est comme une drogue dure. Les compagnies ont été alimentées par le fédéral et par Québec, parce que Québec a travaillé pour libéraliser les flux de temporaires. Ça, on l'oublie, mais Québec est complice là-dedans. Là. On n'est pas purement la victime d'Ottawa là-dedans. Ottawa a joué un rôle néfaste, mais Québec a aidé. Puis, je pense que c'est une espèce de machine folle qui s'est mise en place, où là, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis moi, je pense qu'il faut mettre en place un moratoire, puis regarder où on en est. Parce que moi, bon, sur plein de plans, là, j'exclurais peut-être les réfugiés là-dedans, là, les vrais réfugiés qui ne seront pas si nombreux. Là. Je continuerai à les accueillir, mais l'immigration économique, etc., moi, je ferais vraiment un moratoire, puis ce que je ferais, c'est une commission d'enquête pour savoir où est-ce qu'on en est. Par exemple, moi, je m'inquiète beaucoup de la situation dans les écoles, par exemple. Est-ce que les conditions pour l'intégration des nouveaux arrivants dans les écoles existent encore? Puis moi, de ce que je vois, les conditions pour l'intégration ne sont plus en place sur de bonnes parties du territoire du Québec, c'est-à-dire que les immigrants sont
majoritaire dans le nombre d'écoles aujourd'hui. Partout dans la grande région de Montréal, il y a presque plus de Québécois de souche ou de Québécois de troisième génération. C'est rempli d'immigrants de première et deuxième génération. Donc, notre image mentale naïve, c'est qu'on a la loi 101, on envoie les immigrants dans les écoles françaises, ils deviennent des Québécois comme tout un chacun. Puis moi, je pense que c'est d'une naïveté assez sidérante parce que si dans les écoles, il n'y a plus de Québécois à toute fin pratique, comment l'intégration va-t-elle se faire? Puis là, on a assez peu de données là-dessus. On a des portraits statistiques, mais on ne sait plus ce qui se passe dans les écoles. On ne sait plus si l'intégration fonctionne. On ne sait plus si, qu'est-ce qu'il va y avoir comme société au Québec dans 20 ans avec la situation actuelle. On n'a pas un portrait clair de la situation actuelle. Donc, moi, ce que je ferais, c'est un moratoire total. Là. On ne discute plus de la planification pluriannuelle de l'immigration. C'est-tu 25 000, c'est-tu 45 000, c'est-tu 60 000, etc. On met tout ça à plat, puis on revisite la question de fond en comble. On se demande, OK, est-ce qu'on a vraiment besoin d'immigration au Québec? Est-ce que c'est pas le temps de mettre en place des mesures natalistes, carrément? Oui, c'est ça, c'est parce que. Oui, il faut avoir cette discussion-là. Là. On est rendu là. C'est ça, c'est que mettre un frein à l'immigration, ça va falloir faire va s'accompagner d'efforts nécessairement. Je pense, on revient aux garderies. Ben, il n'y a plus vraiment de Québécoises éducatrices en garderie. Les Québécois lèvent quand même le nez sur un nombre quand même assez important de métiers. Puis bon, la natalité est vraiment là en déclin total. Oui, mais moi, je prétends que l'immigration y est pour quelque chose aussi. La crise du logement y est pour quelque chose. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que même si vous doublez les allocations familiales et fédérales et provinciales, je ne suis pas sûr que les gens se mettent à faire des enfants. Ben, non, parce que il n'y a pas eu de boom démographique durant la COVID. Les gens n'avaient rien à faire, étaient à la maison confinés. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire qu'avoir des relations sexuelles durant la COVID. Je pense pas que si on double les allocations, ça va faire grand effet, effectivement, parce que le prix des maisons, le prix du coût de la vie est rendu démentiel. Donc, même si tu as sont les triples, est-ce que ça fait un effet vraiment? Là? Les gens, ben, la question, c'est, OK, c'est quoi le prix d'une chambre, disons, dans une maison aujourd'hui, là? À Québec, ça va être quasiment 500$ facile. Là. Non, en termes de partie du capital immobilier, c'est-tu 150 000? Avoir une autre chambre dans une maison, c'est-tu 125 000, 150 000? Moi, j'ai entendu, je pense que c'est à peu près 100, 125 000 $. Donc, la question pour moi, c'est, OK, est-ce que tu as un autre enfant? On te donne 125 000. Moi, je pense que c'est plus de cet ordre-là. Ce n'est pas 50 $ de plus par mois. C'est vous, c'est vraiment, disons... un incitatif économique réel. Comme on dit, all-in sur... non, mais je pense qu'on est dû pour avoir cette discussion. Ouais, c'est un exemple, peut-être farfelu que je donne, mais je pense qu'on est dû pour avoir cette discussion-là où on dit, OK, moratoire sur l'immigration. Puis là, si on veut encore exister dans 50 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir cette discussion-là parce que présentement, le Québec, si on fait une projection, là, les Québécois francophones vont être minoritaires au Québec d'ici pas très longtemps. Donc, il faut comme avoir, puis le gouvernement refuse de faire ces projections-là. Moi, j'ai demandé à beaucoup de personnes, puis tout le monde refuse de faire ça. Moi, je veux savoir quand est-ce qu'on va être minoritaire au train actuel. Mais ça veut dire de parler un peu en termes de race, tout ça, donc c'est sûr. Pas nécessairement, on peut le faire en termes correct, là. Juste de langue. On peut le faire en termes juste de langue. La langue, avec le Maghreb, vous savez. Oui, mais même avec le Maghreb, on va être minoritaire assez bientôt. Parce que ça ne change pas le portrait vraiment, les immigrants du Maghreb. Donc, on peut le faire sous plusieurs aspects. Mais moi, je le ferais simplement en termes de langue pour commencer. Je serais très intéressé, moi, à savoir quand est-ce qu'on va être minoritaire. Puis quand on va être minoritaire, ça a plusieurs impacts, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de pouvoir politique. On ne va plus décider. Là. Et justement, c'est-à-dire que si le Canada anglais continue à avoir de l'immigration de manière complètement délirante, ce qui est probablement le cas, le Canada s'enfonce dans son délire. C'est un bazar impossible, là, ce truc-là. Si le Canada, lui, continue à croître démographiquement grâce à l'immigration et le Québec, lui, décide de mettre un frein, donc on coupe 50%, je ne sais pas si c'est, encore une fois, réaliste, là, rapidement. Là. Il y a quand même des ajustements majeurs à faire sur le plan des mentalités, sur le plan, comme vous dites, industriel, etc.
Mais donc, est-ce qu'on peut se permettre, nous, de décliner démographiquement à Ben, on l'intérieur a le du Canada choix. qui serait sur les stéroïdes de l'immigration? Donc, ça veut dire que On, notre poids du Québec déclinerait aussi à l'intérieur du Canada, là. on a le choix d'être noyé à l'intérieur du Canada, dans l'ensemble canadien, ou d'être noyé à l'intérieur du Québec. Puis là, ce qu'on fait, c'est les deux, en fait. On est en train d'être noyé dans l'ensemble canadien, puis au Québec, on est en train d'être noyé aussi parce qu'on est en voie de minorisation au Québec. Donc, les Québécois francophones sont en voie de minorisation. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment on va être minoritaire. Puis moi, je prétends que ça va être beaucoup plus rapidement qu'on pense, là. Ça a toujours été un fantasme, dans 100 ans, 200 ans. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus rapide que ça. Si je regarde ce qui se passe dans les écoles, moi, je pense que d'ici une vingtaine d'années, ça va être plié, là. Ça va être, la situation va être réglée. Démographiquement, Ottawa va avoir atteint son but, Lord Durham va avoir atteint son but. Euh, donc, Puis pour le Canadien anglais aussi, ça va être une erreur historique en bout de ligne, là, ils se seront suicidés puis ça en reste pas nous. leur meilleure politique non plus, là. Tu sais, l'anglo, comment on pourrait dire ça? Bon, nous, le québécité, L'anglo-britannique, britannicité, là, cette oui, c'est ça. affaire-là, elle restera plus bien ben, non plus, Ben, là. c'est ça. Eux, pour mater le Québec, à mon sens, ils ont fait une erreur historique. Puis, tu sais, il y a une prise de conscience, je pense, au Canada anglais aussi, de la gravité de la situation. Mais Oui, même si Poilievre je reviens, récemment. oui, c'est ça. Non, mais si je reviens juste au Québec, moi, je veux savoir, OK, quand est-ce qu'on va être minorisé au train actuel? Puis là, si on ne veut pas que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir cette discussion-là de façon ouverte. Puis, tu sais, donc, quel niveau d'immigration ça prend? Quel choix d'immigrants Lesquels ça on prend? prend? Oui, ça, 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 on va arriver à ce sujet-là. Lesquels on prend, puis des mesures natalistes. Moi, je pense que, bon, les mesures vous êtes natalistes prêts ne à vont poser ça, pas. vous? Ben, on l'avait déjà dit, là, mais tu sais, au Parti québécois, on vous sent quand même proche de ce parti-là, là. Est-ce qu'au Parti québécois, on est prêt à dire ce mot-là, déjà? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je le dis, mais je veux dire, j'ai pas de Non, contact mais je ne dis pas que vous avez particulier un avec rôle le Parti particulier, là, québécois. mais tu sais, dans le mouvement tu sais, indépendantiste en général, tu sais, il est quand même un politiquement correct aussi, là, dans le mouvement Moi, je nationaliste. pense qu'il C'est faut bien, là. l'enfreindre, là. On est mûr pour l'enfreindre. Il faut faire bouger la fenêtre d'Overton là-dessus, puis il faut l'enfreindre. Puis moi, ce que je ferais, OK, c'est une discussion sur des politiques visant à hausser la natalité de façon explicite. Puis ça veut dire aussi, c'est des compléments de politique familiale qui existent déjà. Le Québec a déjà des mesures natalistes un peu sous-marines. Ça s'appelle la politique familiale, les CPE, les congés parentaux. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin là-dedans? Mais qui a contribué aussi, tu sais, l'étatisation, tu sais, de la prise en charge, comme dit Saint-Germain, c'est-à-dire c'est du CPE au CHSLD, là. C'est-à-dire Ouais, ben, cet tu sais, esprit-là, je ship mes enfants le matin, on les couche à 7h15, on se demande s'il n'y a pas même des ben, Québécois qui donnent des somnifères à leurs enfants pour sans réussir à les rentrer coucher à cette heure-là. dans le genre de polémique, on sait que les congés parentaux, les CPE, ont haussé la natalité au Québec. Puis la natalité au Québec est supérieure à la natalité moyenne dans le reste du Canada. Donc, on a réussi à passer au-dessus de la moyenne canadienne avec ces politiques-là. Donc, on peut les critiquer. On pourrait aussi offrir plus de choix aux parents. Ça pourrait être une discussion très ouverte. Puis moi, je pense que des mesures comme, OK, vous allez avoir un autre enfant, parfait, on va vous faire un transfert de 125 000 vous allez avoir accès à l'immobilier, paf! Ça, En est-ce même que temps, c'est ça. pas déjà ce que les immigrés font, un certain nombre d'entre eux, c'est-à-dire il y en a qui, pour qui, bon, évidemment, eux partent d'autres sociétés, évidemment, moins riches, mais pour certains d'entre eux, c'est ce qu'ils font déjà avec les politiques familiales. Pour eux, c'est déjà une aubaine, les allocations familiales. Donc, est-ce que ça va être suffisant quand même? Moi, je n'ai pas de prétention. Je ne pense pas que ça va faire bouger l'aiguille énormément, mais ce qu'il faut comprendre, que si on arrive à mais faire bouger disons, le l'aiguille, message là, serait au moins lancé, là, tu sais. mais si on arrive à faire bouger l'aiguille un peu, c'est déjà beaucoup. Si on arrive à monter de 1,35 à 1,55, ce qu'on était il n'y a pas longtemps, ou 1,6, à ce moment-là, le déficit de naissance se résorbe assez rapidement. Donc, n'importe quelle amélioration dans l'indice synthétique de fécondité va avoir de gros impacts. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir cette discussion-là qui n'a jamais eu lieu.
sans prétendre qu'on va trouver la solution magique à ça, parce que c'est quelque chose qui frappe l'ensemble de la planète. Là, si on regarde la chute de natalité, là, ça frappe tout le monde au monde. Il y a peut-être juste le Nigeria qui échappe encore, mais tu regardes au Maghreb, puis la natalité est en train de s'effondrer aussi, donc ça frappe partout. Mais moi, je pense qu'il faut avoir la discussion, puis il faut mettre en place des mesures pour essayer de freiner ça et d'inverser ça. Euh, Puis, il y a toute une question de valeur là-dedans. Ce n'est pas juste une question économique, évidemment, mais si on facilite la chose, on sait que, en moyenne, les couples veulent avoir plus d'enfants qu'ils n'en ont. Puis, il y a quand même des obstacles économiques pour nombre de couples. Donc, si on arrive juste à fermer cet obstacle économique-là, on va faire bouger l'aiguille peut-être un peu. Puis, si on arrive à le faire bouger un peu, ben, on va gagner du temps. On va survivre plus longtemps comme peuple. C'est quand même intéressant, moi, je pense. Bon, donc, qui on prend maintenant? Parce que l'immigration zéro, vous ne croyez pas à ça quand même? Moi, je pense que ça prend un On choc. avait parlé de ça, puis bon, c'est un peu comme la COVID zéro, Coke Diète, là, ou je sais pas, zéro sucre. Moi, je crois pas à aucune cible zéro, là. Je pense que la vie est plus complexe que ça, mais Moi, je pense que ça prend un moratoire pour faire un état des lieux, puis de faire une espèce de sevrage dans le système économique où les gens se reposent sur des immigrants pour des mauvais plans d'affaires ou des plans d'affaires qui ne tiennent pas la route. Donc, je pense qu'il y a un ménage à faire du côté économique. Puis, si on regarde l'état des services publics, l'état de l'intégration dans les écoles, je pense qu'il faut faire quelque chose parce qu'on pourrait se retrouver bientôt dans une situation grave. Si on regarde ce qui se passe partout en Occident, là, en Angleterre, il y a eu des manifestations monstres anti-immigration récemment, en France, qui est au bord sur de la guerre civile depuis des années. Moi, je pense que le Québec, ça pourrait nous arriver. Là. On n'est pas à l'écart du monde. Il n'y a pas d'exceptionnalisme québécois. Ce n'est pas un petit territoire hors de l'histoire où tout va toujours aller bien. Moi, je pense que ça pourrait nous rattraper très rapidement. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que j'appelle à une prise de conscience, puis il faut arrêter la machine infernale là, qui s'est installée depuis des années où les seuils augmentent de façon incontrôlée. Puis la discussion qu'on voulait avoir, c'est la sélection des migrants. c'est comme la crise migratoire aussi, il faut vous le dire en Amérique. C'est-à-dire, il y a nous, mais par exemple, moi j'ai toujours dit que le mur entre les États-Unis et le Mexique n'avait pratiquement aucune utilité. C'est-à-dire, c'est tellement incroyable le tsunami démographique latino-américain que ça va continuer à monter. Hein. Après ça, aller en chercher au Pakistan, je trouve c'est vraiment du vrai délire parce que les gens prennent l'avion. Mais c'est-à-dire quand même, on est en Amérique. Il y a des gens qui montent. Haïti, vous le savez, a implosé. Le président est assassiné. Haïti s'est vidé. On en a eu. Il y a des Haïtiens partout, en fait. Là, on pense au chemin Roxham, mais il y en a eu beaucoup aux États-Unis, au Mexique, beaucoup en Colombie, sont arrivés partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand même? Vous dites que le Québec n'est pas à l'écart, on est un pays américain, on fait partie des Amériques. Est-ce que, justement, on ne prendrait pas en priorité les gens des Amériques? Ben, je pense que la question en immigration, la question du nombre est fondamentale. Moi, c'est la première affaire qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que pour que ça soit harmonieux puis qu'il y ait intégration, le nombre est fondamental. Euh, donc, le nombre détermine tout le reste, en fait. Puis moi, ma prétention, c'est qu'on pourrait intégrer à peu près n'importe qui, mais ça dépend du nombre. Si on fait venir des Pakistanais, on va réussir à en intégrer un certain nombre, probablement, s'ils sont en nombre presque infime. Puis là, ça dépend de l'origine ethnique, de la culture, etc. Donc, le nombre va varier selon la provenance. Fait que si on accepte, par exemple, au Québec, les 500 000 Haïtiens qui sont actuellement aux États-Unis, qui sont susceptibles d'arriver ici, il faut se poser la question, est-ce qu'on va avoir la même société avec un demi-million d'Haïtiens supplémentaires? Je pense que la réponse est non. On n'aura pas 500 000, je pense que ça reste trop pour les 8 millions, pour n'importe quel peuple. Là. Donc, il y a une question de nombre qui est fondamentale. Dire. Oui, c'est ça. Le nombre est fondamental. Donc, est-ce qu'on veut avoir la même société dans 20 ans ou quelque chose qui, on comprend que ça évolue, etc.
Mais est-ce qu'on veut avoir quelque chose de globalement similaire à ce qu'on a maintenant? C'est la question qu'il faut se poser de façon honnête. Il va y avoir un métissage quand même qui est un peu, disons, inéluctable. Là. En France, on l'a vu aussi. C'est-à-dire, c'est sûr que le Québec va avoir un certain métissage. On s'entend à long terme. Ça, c'est Eric Kaufmann, là, le white shift, c'est ça sa théorie, sa proposition. À mon avis, puis il se repose, pour dire ça, il se repose sur des données américaines, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les données américaines, il y a eu de l'immigration, puis là, les WASP, par exemple, ont intégré les Italiens, les Grecs, qui sont devenus blancs, entre guillemets, qui ont été intégrés dans la société blanche américaine. Mais aux États-Unis, il y a eu des décennies où l'immigration était à peu près zéro. Donc, ils ont fait venir des gens, puis après ça, ils ont fermé les vannes pendant 20 ans, 25 ans. Puis là, l'intégration, l'assimilation a eu lieu. Fait que moi, ce que je pense, c'est qu'on a besoin d'une dynamique similaire. Si on veut qu'il y ait un métissage, justement, qu'il y ait une convergence culturelle, à ce moment-là, on ne peut pas avoir des diasporas qu'on nourrit puis qu'on fait grossir constamment parce que ces diasporas-là ne s'intégreront pas. Elles vont former En quelque part, le multiculturalisme est un peu le contraire du métissage. C'est-à-dire des Non, mais c'est développements ça. Mais séparés. si on veut avoir le métissage, le white shift Mais pas que Kaufmann, j'en fais une idéologie, là. C'est juste, je parle sur le non, plan mais si c'est ça, sociodémographique à long terme. Là, si c'est ça notre objectif, il faut faire comme aux États-Unis, fermer les frontières, puis laisser le temps aux diasporas de s'intégrer. Si on nourrit les diasporas, à ce moment-là, elles ont une dynamique culturelle forte, puis il ne va pas y avoir d'intégration. Donc, il faut vraiment se poser la question de façon explicite. Puis là, on peut se demander, OK, on a une diaspora haïtienne de 300 000 à Montréal, on a des 300 000 musulmans à Montréal aussi. Est-ce que ces diasporas ne sont pas devenues trop grosses pour être intégrées? Je pense qu'il faut avoir cette d'ailleurs, discussion-là. je rappelle à nos auditeurs, désolé, que je viens de publier un reportage sur la crise migratoire en République dominicaine, parce que, bon, les Haïtiens, il y a 1 million d'Haïtiens en République dominicaine, sur 11 millions d'habitants, et eux aussi considèrent que c'est beaucoup trop et les Dominicains se sentent envahis par les Haïtiens, comme quoi hein, une société même des Caraïbes peut tomber dans l'extrême droite, etc. Donc, c'est très complexe. Mais je reviens à la question, on prend qui dans le sens où le Québec, Ouais. c'est pas hermétique non plus. Il y a des gens qui vont cogner à notre porte. Et comme je vous dis, moi, j'ai jamais cru à ça. Là, le mur de Trump, pour l'immigration, évidemment, légale, mais le nombre est fou. C'est-à-dire, les États-Unis n'ont pas le Mexique à leurs frontières. Ils ont l'Amérique latine à leurs frontières. Et Dieu sait que ça pousse. Là. Ben, ma réponse à ça, c'est qu'on en prend peu. Le nombre est vital. Le nombre est vraiment déterminant. On en prend peu. Puis après ça, il y a un livre de Paul Collier, qui est un chercheur, je pense à Oxford, qui s'appelle Exodus, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, puis qui est fascinant. Puis lui, il a étudié cette dynamique de migration, puis d'intégration. Puis une de ses conclusions, c'est que, il y a la distance culturelle de l'immigrant joue. Puis, donc, ça, c'est important, de un. Plus la distance culturelle est éloignée de celle de la société d'accueil, puis plus l'intégration est rocailleuse, difficile et prend du temps, si elle se fait. Puis de deux, il y a la question des diasporas. Donc, c'est-à-dire que si on a des communautés bien établies que l'on nourrit, à ce moment-là, ça bloque l'intégration de ces immigrants-là parce qu'à un moment donné, la communauté a sa propre dynamique puis devient La une ghettoisation, là, un peu, mini-société. C'est ça. Puis là, je pense qu'au Québec, on a franchi ce cap-là où on a des diasporas maintenant tellement grosses. Donc, lesquels, là? C'est-à-dire, déjà le Maghreb. Les Haïtiens, le Maghreb, sont spatialement rassemblés dans certains Et pourtant, les quartiers à Haïtiens, Montréal. bon, sur le plan culturel, vous pensez qu'ils posent une menace vraiment? Je C'est dis la même pas que question que je posais aux c'est pas une Dominicains. question de menace. Là. Non, non, mettez-moi pas des mots dans la bouche. Ce n'est pas une menace que je dis. Je dis que c'est une question d'intégration. Quand la diaspora devient suffisamment fournie, donc quelqu'un n'a pas besoin de sortir à l'extérieur de sa communauté, d'interagir avec la société d'accueil, ben, à ce moment-là, l'intégration ne souffre pas. Puis là, ça peut prendre une, deux générations plus que ça
Donc, moi ce que je vois à Montréal-Nord, par exemple, c'est que il y a tellement une communauté tellement bien établie et enracinée que quelqu'un qui habite là, ben, il va interagir très peu avec la société d'accueil. Donc, l'intégration va se faire comment à ce moment-là? Donc, c'est pas une question de menace, c'est une question Non, mais moi, d'intégration. Si on veut qu'il y ait un le mot métissage, menace, pour moi, est pas, c'est-à-dire, je posais la même question aux Dominicains, puis eux, je peux vous dire qu'ils étaient plus décomplexés que vous. Hein. Il n'y a pas de problème à dire que c'était une menace culturelle. Les Dominicains me l'ont dit, on se sent menacé, on veut pas de ce syncrétisme vaudou, etc. Puis bon, c'était comme ça, là. C'est-à-dire, je sais pas. ben, c'est ça. Ben, le Québec, depuis les années 70, a tout misé dans sa politique migratoire. Là, c'est la discussion qu'il fallait avoir. Euh, Dans les années 60, le Québec au milieu des années 60 a mis sur place un ministère d'immigration qui n'existait pas avant. Puis on a réalisé brusquement qu'on faisait venir des immigrants, mais ils s'intégraient aux côtés anglophones, dont les Italiens, les Grecs qui sont venus après la guerre. Puis on dit, la réflexion du Québec, c'est il faut faire venir des gens qui parlent déjà français, qui connaissent le français, ils vont avoir plus de chances de s'intégrer au Québec français. Donc, la politique de sélection de francophones ou de francophonisables date du début des années 70, puis à l'origine de cette idée-là, que ben, il faut se donner une chance qu'ils s'intègrent au Québec français. Puis, j'aimerais faire une parenthèse là-dessus. Cette idée-là, qu'il faut faire venir des gens qui connaissent déjà le français. En fait, c'est un aveu de faiblesse, à mon sens. Puis c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire venir quelqu'un puis l'intégrer au Québec français parce qu'on n'a pas le rapport de force démographique, on n'a pas le dynamisme pour le faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on va prendre un immigrant maghrébin qui est passé en France puis qui a été francophonisé en France. Puis là, il Au va venir Maghreb. ici ou au Maghreb, mais il y en a de moins en moins quand même. L'Algérie est en train de passer à l'anglais aux études supérieures, par exemple. Euh, donc, on fait ça, puis là, ben, il va tomber du côté francophone juste parce que c'est plus facile pour lui, il y a de l'inertie là-dedans, etc. C'est vrai qu'on n'a pas une Euh, force d'attraction c'est extrêmement grande, il faut l'avouer. non, puis ça tient à la dynamique linguistique interne du Québec. Là. Pour moi, Mais je ça fais tient au fait qu'on ne se tient pas. Dire, on n'est pas non, attrayant. Il faudrait qu'on recommence à être le fun non, aussi. Là. non, ça, c'est une conception erronée à mes yeux. Moi, je pense qu'on a un réseau institutionnel qui nous tire dans le pied. C'est pour ça que je suis si obsédé par la loi 101 Cégep, puis la loi 101 à l'université aussi. On a un réseau institutionnel à Montréal, par exemple, qui est complètement hypertrophié pour les anglophones, puis qui aspire les immigrants. Donc, les immigrants sont socialisés, intégrés en anglais à Montréal dans le réseau institutionnel que le Québec finance. Le Québec finance. Donc, on finance l'intégration des immigrants en anglais. Puis, au lieu de dire, on va faire la loi 101 Cégep comme mesure minimale pour essayer de casser cette dynamique-là, non, on va sélectionner des francophones, comme ça, on n'a pas besoin de toucher à la dynamique interne parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire. On n'a pas le courage de faire ça. Donc, on va aller sélectionner des Maghrébins qui connaissent déjà le français au lieu de faire la loi 101 Cégep. Moi, je le vois carrément comme ça. On n'a pas le courage de s'attaquer à la dynamique linguistique interne. Puis à un point tel que, par exemple, le gouvernement de la CAQ a financé un agrandissement princier à McGill. On parle d'un projet de presque 1 milliard. McGill est agrandi dans les anciens locaux du Royal Victoria. C'est un agrandissement que la CAQ n'a payé à aucune autre université au Québec. Il n'y a aucun projet similaire. Mais pour McGill, ils sont prêts à débourser des sommes colossales. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça leur permet de prendre, d'occuper plus de place physiquement, d'offrir plus de places d'études, puis de renforcer la dynamique linguistique en faisant de l'anglais à Montréal. Donc, pour moi, la politique de sélection de francophones, c'est juste un aveu de manque de courage, puis un aveu de faiblesse. Puis on voit les impacts, disons, on voit maintenant qu'il y a eu la révolution islamique, en Iran en 1979. La politique d'immigration du Québec prédate la révolution islamique en Iran. Puis là, je parle de la révolution islamique en Iran parce que la politique linguistique du Québec, la politique de sélection des immigrants, n'a jamais été ajustée en fonction de ça. Donc, c'est-à-dire on sélectionne des francophones, mais on néglige complètement l'aspect religieux. Mais ça,
En Occident, il n'y a personne qui sélectionne en fonction de la religion. Là. C'est vraiment impolitiquement correct, ça. Là. Oui, ça ne peut pas être fait avec nos chartes de droit, mais ce qu'on C'est ça. voit, c'est qu'avec la révolution islamique en Iran, puis Effectivement, la variable la montée, islamiste n'a jamais été considérée la- forcément. Là. c'est ça, mais la montée, mais quand le Québec a fait le choix de cette politique-là, l'islam politique n'existait pas à toute fin pratique, là. Oui, donc ça, C'était c'est vraiment absent. anachronique. Là. Donc, c'était une politique qui avait l'air de se tenir puis d'avoir du bon sens. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'islam politique a monté partout dans le monde musulman. Les frères musulmans sont rendus une force incroyable. Euh, ça, il y a une mutation dans l'islam qui est devenue plus radicale, plus politique. Puis notre politique d'immigration ne s'est jamais ajustée à ça. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on sélectionne des gens qui connaissent le français, mais qui, par ailleurs, pour certains, n'ont pas de volonté claire d'intégration au Québec laïque, par exemple. Puis là, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement essaie de gérer les méfaits de la politique d'immigration en poussant la laïcité. Donc, la CAQ donne des tours de vis dans la laïcité pour essayer, à mon sens, de juste gérer les méfaits de la politique Mais d'immigration. justement, c'est pas un peu ça quand même le problème. C'est peut-être là où on diverge. Là. C'est-à-dire, vous pensez quand même qu'avec des bonnes règles, finalement, on peut intégrer. Alors que la laïcité devient même elle-même, qui est un C'est pas grand ça que principe, la laïcité devient une sorte de bureaucratie, bon, un peu. c'est pas ça que j'ai dit. Je parle du nombre. Non, Donc, mais par exemple, sur la loi 101, je comprends qu'il y a une inéquité par rapport au financement. Je suis d'accord que McGill, les universités francophones devraient recevoir autant, sinon plus, que les universités anglophones. Mais, par exemple, au Cégep, la loi 101, est-ce que c'est suffisant? Moi, de près, théoriquement, je serais pour l'extension, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire, on a vu que le Québec, actuellement, n'exprime pas un grand désir de vivre et les immigrés, je j'ai peux vous jamais dire, le dit ressentent instinctivement. Et J'ai là, jamais, j'ai jamais dit que c'était suffisant, la loi 101. Pour moi, c'est une mesurette, là. La loi 101 au cégep, c'est un minimum. C'est présenté Mhm. comme une mesure radicale. Non, non, non. Pour moi, là, ça Mais c'est serait. une tendance forte chez les nationalistes quand même de penser que la bureaucratie identitaire va C'est pas de la réguler. bureaucratie. Non, non, c'est pas de la bureaucratie, c'est le financement. Ça n'a rien à voir avec une bureaucratie. C'est le financement des places d'études. Donc, c'est une reconfiguration du système institutionnel. Ça n'a rien à voir. C'est pas de la Et on bureaucratie reste du tout. dans les Non, structures non, pas du de tout. l'État. Là. Pas du tout. C'est le financement. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Cette vision que ça serait comme une bureaucratie linguistique. Moi, je suis anti-bureaucratie linguistique aussi. En passant, je pense que le ministère de la langue française est largement inutile. Là, on parle des politiques de financement. Puis l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si on finance des places d'études, ça va avoir des impacts structurants énormes. Puis ça, c'est Mais pas. j'élargis, là, c'est-à-dire, en dernière analyse, là, c'est-à-dire, c'est pas un peu ça, globalement, l'erreur du mouvement nationaliste d'avoir misé sur une vision essentiellement étatique de la culture et d'avoir justement négligé ce que vous dites, l'épaisseur culturelle des peuples, d'avoir des critères qui, bon, se veulent On peut universels, faire mais les deux. On peut faire les deux. donc, d'un côté, on oublie ce que sont vraiment les autres peuples et on oublie ce qui était aussi notre peuple, Ben, avec des traditions, avec une culture, avec des fêtes aussi, moi, qui s'affirment, Noël, etc. je connais aucun peuple qui finance un double système d'éducation comme on le fait. Puis justement, le problème qu'on a, c'est qu'on n'ose pas mettre fin à cette comédie du double système au postsecondaire. Puis tu sais, le fait, les immigrants le ressentent, mais justement, si vous avez suivi le débat sur la loi 101 Cégep, le niveau de couardise face à cette question-là est vraiment incroyable. Là. On n'ose pas s'affirmer. Puis ça, c'est juste un exemple. Tu sais, si on s'affirmait clairement, moi, je pense que les immigrants suivraient sans problème. Puis les Québécois n'osent pas s'affirmer. Non, mais c'est Euh, ça, c'est ça. c'est ça la racine du problème. Là. Fait que si les Québécois disaient, ben non, le Parce que même les financement cours de de places d'études au francisation, non, c'est un mais peu du juste pour, chaperonnage, vous juste pour, savez. juste pour finir la question du post-secondaire, qui est très importante pour moi, si les Québécois s'affirmaient et disaient là, c'est fini l'espèce de double système ahurissant qui existe ici puis qui existe nulle part au monde, on fait sauter ça, c'est terminé. Vous venez ici,
ça va être en français, point à la ligne. Moi, je pense que ça clarifierait la situation pour tout le monde, puis ça serait bénéfique, puis les immigrants suivraient. Moi, j'ai aucun doute que Ben, il serait obligé, de toute façon, là, de suivre. Là. ils seraient obligés, mais ça aurait un effet psychologique important. Moi, ça aurait un effet symbolique important. Donc, c'est une mesure qui a un impact psychologique et symbolique. Donc, ça ne relève pas de la bureaucratie, pas du tout. C'est pas du tout comme des fonctionnaires qui mesurent du lettrage sur des vitrines. Ça n'a rien à voir avec ça. Là. OK, ben écoutez, ça a été intéressant. Le mot de la fin, peut-être, je ne sais pas si en avait un. Un mot de la fin, non. Ben, donc, en gros, ben, vous revenez peut-être à votre idée de moratoire à laquelle vous tenez beaucoup. Là. C'est-à-dire, si les gens ont retenu un élément, c'est que vous, c'est le moratoire sur l'immigration Je assez pense urgemment. qu'il faut arrêter les discussions complètement décollées de la réalité sur les seuils qui sont basés sur rien. Tu sais, là, il y a une consultation pluriannuelle, une planification pluriannuelle d'immigration. Puis là, le gouvernement propose des seuils de 25 000, 35 000, 45 000, mais ces seuils-là ne sont appuyés sur rien. Tu sais, c'est juste des chiffres qu'on lance. Il y a aucun, c'est appuyé sur aucun besoin, sur aucun, tu sais, rien de concret. Toute la discussion est surréaliste en immigration. Puis moi, je pense que c'est à ça qu'il faut mettre fin, à l'espèce de OK, c'est 50 000, 60 000. Tu sais, c'est tout fondé sur rien. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout le patronat d'un côté puis le gouvernement de l'autre joue une pièce de théâtre où ils répètent des lignes, mais personne ne sait c'est quoi la pièce. Tout le monde a oublié c'était quoi le but de la pièce de théâtre, c'était quoi le titre de la pièce, puis les gens ne font que répéter leur rôle dans un espèce de vide ahurissant. C'est à ça qu'il faut mettre fin, je pense. Puis se poser des questions comme c'est quoi le but de la politique d'immigration du Québec? On ne le sait pas, c'est quoi le but. On n'a pas de but, là. Si vous creusez la question, c'est quoi le but de la politique d'immigration du Québec? Il n'y a personne qui a une réponse à cette question-là. Qu'est-ce qu'on veut comme société dans 50 ans? Ça, cette question-là est taboue. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Je pense que puis la situation est rendue urgente. Puis avant d'avoir une situation comme celle de l'Angleterre ou de la France, je pense qu'on aurait intérêt à mettre les cartes à plat, puis se poser des questions fondamentales, au lieu de juste répéter, tourner en rond, puis répéter les mêmes choses qu'on le fait depuis des décennies, sans avoir une réflexion de fond. C'est peut-être ça mon mot de la fin. Là. Parfait. Ben, écoutez, je rappelle que vous êtes chercheur indépendant, spécialiste des questions linguistiques et l'auteur notamment du livre Pourquoi la loi 101 est un échec, publié en 2020 aux éditions du Boréal. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Vent contraire. Merci à vous.